Très bien, je vous propose de commencer. Bienvenue pour cet entretien avec Clara Dupont-Moreau. Merci d'être ici pour son dernier livre, S'adapter, qui est paru chez Stock à l'automne passé et qui a déjà obtenu, comme vous le savez, des prix prestigieux, le prix Femina, le prix Goncourt des lycéens. Et donc, j'imagine que vous en avez entendu parler, sinon vous l'avez déjà lu même. Et donc, c'est un peu difficile pour moi d'arriver, après autant d'interviews que vous avez déjà eues, et surtout de m'entretenir avec quelqu'un qui a l'habitude aussi de faire des entretiens. Et donc, je vais vous dire un peu le type de lecture que j'ai faite. Et j'espère que j'arriverai à vous entraîner un peu ailleurs que ce qui a déjà été le cas jusqu'à maintenant dans d'autres entretiens. Alors, je voulais d'abord présenter le livre rapidement. Donc, vous le savez sans doute, c'est un livre qui se construit autour d'un personnage qui est un enfant handicapé, inadapté, c'est le terme qui est utilisé dans le récit. Et cet enfant, il crée des liens avec trois personnages principaux de la famille, l'aîné, la cadette et le petit dernier, qui ne l'a pas connu directement, mais qui va quand même établir un lien avec ce frère disparu par le biais de l'empreinte que cette présence a laissée dans une famille. Et donc ces trois récits qui sont parallèles, qui se succèdent, d'abord l'aîné, puis le récit de la cadette, puis celui du petit dernier. Et vous avez vraiment pris un soin assez méticuleux à broder le texte, puisqu'il y a des phrases qui reviennent telles quelles. Il y a des formules qui naviguent en quelque sorte dans le récit et qui montrent que, en même temps que ce sont des récits de personnes singulières, il y a des liens qui se tissent entre elles, des scènes fondatrices ou constitutives, disons, de leur personnalité, etc. Et donc ces trois récits parallèles vous permettent aussi de déployer des tonalités affectives très diverses, puisque chaque lien des personnages qui sont principaux dans chacun des petits récits, chaque lien est caractérisé par des émotions très, très différentes. Pour le premier, l'aîné, c'est surtout une sorte de dévouement, un amour immense qui le submerge et contre lequel il lutte avec ses moyens. On en reparlera, je pense. Le deuxième, c'est la cadette, qui, elle, est beaucoup plus empreinte de colère dans son rapport à cette chose, donc cette situation qui est imposée à la famille. Et le petit dernier, qui, lui, découvre par bribes, par silence, de quoi était faite sa famille avant qu'il naisse. Et donc c'est vraiment, j'ai été très frappé et admiratif de cette diversité des tonalités, et j'étais aussi très ému, je dois vous avouer, par plusieurs des scènes, et notamment une scène qui m'a vraiment beaucoup touché, c'est celle où l'aîné, justement, alors qu'il a été très proche de ce frère inadapté pendant des années, une fois que le frère est mis dans une sorte de lieu institutionnel pour accueillir des enfants lourdement handicapés, donc son frère renoue avec donc cet aîné renoue avec le frère inadapté, mais une fois par année lors des grandes vacances, et c'est un choc émotionnel à chaque fois. Et donc vous décrivez par le menu les stratégies que cet enfant bâtit ou construit pour arriver à gérer cette difficulté en quelque sorte à renouer un lien qui était si important pour lui, à un âge en plus assez particulier, etc. Et donc, peut-être avant même de vous entendre là-dessus et sur d'autres choses, si vous êtes d'accord, j'aimerais bien vous lire. On est là pour la littérature, et j'aimerais vraiment vous faire entendre l'écriture, et pas seulement, disons, l'auteur ou l'autrice en entretien. Donc c'est les pages 56-57, c'est justement le moment où cet aîné, qui a été probablement le plus proche de l'enfant inadapté dans cette famille, en tout cas en termes de soins, en termes d'attention, etc., après plusieurs mois de séparation, retrouve son frère à la maison et
n'arrive pas tout de suite à reconnecter en quelque sorte avec lui. Et donc c'est deux pages que j'aimerais vous lire parce que je les trouve vraiment splendides et ça nous fera rentrer dans votre écriture plutôt tout de suite. Donc je cite. Ses pas, donc c'est l'aîné, ses pas le portèrent vers la chambre fraîche. Il poussa la porte, marcha vers le lit à volutes blanches. L'enfant, comme à son habitude, était allongé sur le dos. Il avait grandi. Il portait un pyjama violet de taille 10 ans et des chaussons fourrés de laine de mouton. Ses poings étaient fermés, sa bouche entr'ouverte, absolument semblable à lui-même. Ses yeux noirs erraient, à moins qu'ils ne suivent des trajectoires précises. Il écoutait la rivière et les cigales par la fenêtre ouverte. L'aîné s'agrippa aux volutes comme à une rambarde, se pencha vers le matelas. Parce que l'enfant avait la tête tournée vers la fenêtre, il offrait sa joue ronde et soyeuse. L'aîné s'y posa en oiseau qui rentre au nid, avec un tel soulagement qu'il en eut les larmes aux yeux. Remontèrent tous les mots enfouis depuis des mois. Il lui parla comme avant, sans effort, la joue contre la sienne, avec les intonations qu'il connaissait. Il lui raconta sa ruse misérable, ôter ses lunettes pour ne plus le voir tout en essayant, lui raconta les flux des jours sans lui. Son cœur s'ouvrait comme un fruit mûr. Pourtant l'enfant ne sourit pas, ne cligna même pas des yeux. Il regardait ailleurs et respirait doucement, comme toujours. Il ne reconnaissait plus sa voix. Depuis combien de temps l'aîné ne lui avait-il pas parlé ? Il se redressa, très pâle, saisit son sac et partit rejoindre ses amis. Après, il y a une autre scène que je ne vais pas lire maintenant, mais où il y a une réconciliation en quelque sorte. Donc, peut-être pour commencer l'entretien, je sais que c'est étrange de s'entendre lire, mais je voulais vous interroger sur l'échelle de la famille. Dans quelle mesure est-ce que ça vous semble être une échelle romanesque pertinente pour évoquer des situations et comment vous avez construit votre récit autour de ces liens qui ne sont pas seulement des liens de parents à enfants, comme on le fait souvent, mais d'enfants entre eux? L'idée, c'est intéressant votre question. Alors d'abord, vous en avez très bien parlé. C'était très bien ce qu'il a fait quand même. Il faut l'encourager parce que, en effet, il y a eu beaucoup de présentations avant et la vôtre est largement au-dessus des autres. Il faut le dire. Donc merci. Et puis, votre question est intéressante parce qu'en effet, le point de départ, c'était beaucoup plus la fratrie que le handicap d'un enfant ou même la famille au sens large. Moi, ce qui m'intéressait en tant que romancière, c'était la fratrie. J'avais remarqué quelque chose qui toujours m'étonne et m'émeut, c'est que quand vous discutez avec des fratries, vous vous rendez compte que très souvent, un seul et même événement a été vécu de façon complètement différente selon la place qu'occupent les gens dans la fratrie. C'est-à-dire que l'aîné va vivre ce fait de façon peut-être absolument différente du cadet, s'il y a encore un cadet, ou du petit dernier. Et quand vous les entendez, d'ailleurs c'est marrant parce qu'ils disent « mais si, ça s'est passé comme ça ». « Ah mais non, ça s'est pas du tout passé comme ça ». Et en fait, vous vous rendez compte que selon la place qu'on occupe, on ne vit pas les choses de la même façon. Ça, c'était le premier point de départ qui me plaisait beaucoup. Par ailleurs, je me suis rendu compte que c'était un thème qui, littérairement parlant, était assez peu exploité. En effet, vous l'avez dit, on a beaucoup de choses de parents qui racontent les enfants, d'enfants qui racontent les parents, et c'est souvent très beau. Mais la fratrie, en fait, c'est pas si exploré que ça. Et par ailleurs, dernier élément qui achevait complètement de me conquérir à la fratrie, c'était que je la vois, moi, comme un organisme vivant dans lequel les éléments sont capables d'une extraordinaire mobilité. C'est-à-dire qu'au gré des aventures de la vie, il n'est pas rare de voir un cadet qui va se comporter comme un aîné, un milieu qui va devenir le parent des parents. C'est tout le temps mouvant, c'est très très plastique et c'est quand même couplé avec une très très grande rigidité, c'est-à-dire qu'on reste l'aîné pour toujours, on reste le coincé entre les deux pour toujours, on reste le dernier pour toujours, et donc c'est le seul organisme que je connaisse qui soit capable d'une telle plasticité et en même temps très inamovible. Donc ça, pour un romancier, c'est une mine, parce qu'on a vraiment les deux contraires qui sont au sein d'un même organisme vivant,
j'ajoute enfin que on est programmé pour quitter nos parents. Bon, on l'a fait. Nos enfants sont programmés pour nous quitter. Ils sont en train de le faire, hélas. On espère. Voilà. Oui, on l'espère, et en même temps, quelle déchirure. Ça, Laurence Pernou ne nous avait pas prévenu. Elle aurait mieux fait. Mais les frères et sœurs, ils ne vous quittent pas. Ils sont à côté toute la vie. Et donc, il y a une forme de non-rupture, en fait, avec eux, que je trouve très belle. Pour vous donner un exemple, il n'y a pas très longtemps, j'étais à Mulhouse, et ça m'a marqué parce j'étais en librairie, et il y a un monsieur qui est venu me voir au moment des dédicaces, et qui me dit cette chose très belle. Il me dit je n'ai pas parlé à ma sœur depuis 12 ans. J'ai vu que vous étiez là, et donc ça parle de la fratrie, donc je suis venue, ça m'intéresse. Sur le trajet, ma sœur m'a appelé. Trop beau quand même. Oui, puis vous montrez bien, enfin vous montrez rien, mais vous explorez bien, disons, la façon dont, entre frères, donc comme écho dans les récits, on voit que les rapports se varient, évoluent. L'aîné, qui est un peu démuni, étant adulte, est pris en charge en partie par la sœur, alors qu'elle lui en voulait d'avoir, disons, accordé trop d'attention aux frères inadaptés, etc. Donc effectivement, vous montrez sur la longue durée comment ça se réinvente. En fait, c'est l'histoire. La fratrie ne cesse de s'adapter, tout le temps. Elle est obligée. Et c'est ça que je trouvais, en tant qu'écrivain, c'est ça qui est passionnant. C'est que les rôles je vous dis, c'est très mouvant. Mais en même temps, vous voyez, dans le livre, j'espère qu'on le voit un peu, mais l'aîné va rester l'aîné quand même pour toujours. Ça va être celui qui apprend. Il va vérifier que le vélo, les freins fonctionnent bien, que la balançoire est bien accrochée, que ça va être la vigie. Aîné, on est toujours un peu vigie, quand même. Et donc, prenons le titre même, s'adapter. Donc, moi, j'ai fait mon travail très méticuleusement en essayant de voir où apparaît le mot. Et pour me donner des clés pour essayer de voir si, indépendamment de l'histoire que vous avez racontée, il n'y avait pas quelque chose qui affleurait, qui était de l'ordre d'une leçon ou d'une réflexion plus morale ou éthique sur le rapport, les relations des personnes entre elles, etc. Et donc, si on prend s'adapter, il y a plusieurs manières de s'adapter. Chaque récit montre une manière de s'adapter différente. L'aîné, il s'adapte, lui, comme dans le passage que j'ai cité, en se protégeant de cet amour qui est trop grand pour lui. Et puis aussi, en même temps, s'y adonnant totalement. Moi, alors, c'est là où c'est quand même assez simple, la littérature par rapport à la vraie vie, c'est qu'on peut segmenter. Ce qui m'intéressait, moi, c'était de montrer... je vous ai peut-être coupé parce que... Non, allez-y. Mais en effet, moi, l'aîné, ce que j'aimais bien, ce que j'ai aimé écrire et découvrir, c'est cette idée d'amour fou, alors un peu médiéval, parce que je viens de là, donc j'aime beaucoup le Moyen-Âge et j'ai écrit dessus avant, mais c'est cette idée d'amour absolument inconditionnel, total, un peu à la Tristan Iseult. Et ce que j'aime chez l'aîné, c'est qu'il est touché par cet être-là, handicapé, qui est fondamentalement dénué de malveillance. Or, c'est pas donné tous les 4 matins de croiser quelqu'un comme ça dans la vie. Et il n'y a pas une once de cruauté dans cet enfant qui donc, aujourd'hui on dirait, c'est un mot affreux, mais on dirait encéphalopathe, mais ça veut dire en fait il est né avec juste une petite partie du cerveau qui fonctionne, ce qui signifie qu'en gros il n'y a rien qui marche, sauf l'ouïe. Donc il peut entendre. C'est pour ça qu'à un moment, l'aîné, comprenant ça, lui traduit le monde de façon sonore et donc lui dit le vert des arbres, le glougloutement de la rivière, le vent. Et c'est comme s'il devait convertir le monde en nappe sonore. Et ce qu'il fait par amour pour lui. Et par ailleurs, l'enfant, entendant les bruits, il a une petite palette d'émotions qu'il peut exprimer qui vont du sourire aux pleurs. Donc il y a quand même une petite communication. Mais l'aîné, ce qui le touche, c'est cette idée un peu de, entre guillemets, pureté, puisque cet enfant-là ne peut pas
juger ni condamner, puisque ça n'est pas dans sa nature. Et à partir de là, lui, il voit ça comme une espèce de terrain absolument merveilleux et qui le touche au plus profond de lui-même. Alors que la cadette, elle est beaucoup plus Aliénor d'Aquitaine. La cadette, en effet, c'est la colère, c'est un personnage au poing serré, qui, elle, est extrêmement remontée, parce qu'elle trouve que la venue de cet enfant est venue torpiller son équilibre familial qui, comme tous les équilibres, était jugé justement inamovible, alors qu'il ne l'est pas. Et donc, elle en veut terriblement à cet enfant de lui confisquer son frère aîné, dont elle était très proche. Elle lui en veut de la mettre à l'écart des autres. Elle n'ose pas inviter ses amis le mercredi après-midi parce qu'elle a honte de son frère, et elle a honte d'avoir honte, ce qui est un sentiment très particulier, que toutes les fratries comprendront. Et par ailleurs, elle trouve que cet enfant, sa naissance est injuste, ce en quoi elle a raison, ça l'est. Elle trouve que c'est brutal, ce en quoi elle a raison aussi, ça l'est. Et donc, elle, dans un premier temps, elle va être dans le rejet. En même temps, cette colère qui, elle le dit elle-même, est une force verticale par opposition à l'horizontalité de son frère, qui passe ses journées allongées et qu'elle voit comme un état à mi-chemin entre le nouveau-né et le vieillard, puisqu'il faut s'occuper de cet enfant, lui mettre des couches, le faire manger pour toujours. Donc elle le voit vraiment à mi-chemin entre les deux. Elle dit c'est un être qui n'a pas d'âge, mais qui est capable, alors même qu'il est dépourvu de toute capacité, il est quand même capable d'aller faire des ravages au sein de ma vie. Donc sa grande question, c'est comment est-ce qu'un être privé de tout, entre guillemets, peut à ce point avoir une capacité de dégâts aussi phénoménale. Elle le voit comme ça. Ce qu'elle ne comprend pas immédiatement, c'est qu'il va falloir faire avec et pas faire contre. S'adapter, c'est ça en fait. Et dans un premier temps, elle fait contre. Ensuite, il y aura un déclic qui fait qu'elle va finalement réussir à convertir cette rage en élan constructif, et contre toute attente, c'est elle qui va tenir sa famille à bout de bras, alors qu'au début, on ne misait pas un centime sur elle. Et le petit dernier, il a encore une problématique qui est bien à lui. Comme lui, il arrive après les drames, il n'a pas le droit d'en créer. C'est ça, lui, son souci. Son fardeau et sa grâce, puisque c'est aussi sa place donnée, et il va lui aussi s'adapter, il va prendre cette place qu'on lui donne, c'est la place de la convalescence. Lui, il a aussi quelque chose de très gratifiant dans cette place de petit dernier, c'est que c'est l'enfant qui cautérise. C'est l'enfant, quand il se met debout, c'est une fête, parce que l'enfant d'avant s'était jamais mis debout. C'est l'enfant qui, quand il a des copains à la maison, c'est une fête, puisque les parents n'étaient plus habitués à avoir des enfants à la maison. Donc autour de lui, tout est fête. Et en même temps, c'est assez lourd à porter, d'abord parce qu'il est responsable de la convalescence de ses parents, et puis surtout, il a quand même une question en forme de vertige, qui est, si, en parlant à son petit frère disparu, si tu n'étais pas mort, est-ce que moi je serais là ? Ce qui ferait la fortune d'un psychanalyste. Oui. Et il a cette espèce de culpabilité aussi sourde qui est pardon d'être vivant et normal, alors que toi, tu étais anormal et mort. Donc, mais il est vaillant à sa façon, et il fait comme on le ferait tous, il s'adapte, il fait avec et pas contre, et donc il prend cette place qu'on lui donne. Il est follement attaché à sa famille, et il se dévoue aussi quelque part pour sa famille. Donc c'est pas très moderne comme livre. Dit la fille qui le vend vachement bien. C'est très rétrograde. C'est pas. Non mais c'est beaucoup plus famille je vous aime que famille je vous hais. C'est beaucoup plus une ode à la famille que la littérature a beaucoup décrite comme le haut lieu de névrose et d'horreur. Ce que ça peut être évidemment la famille. Il ne s'agit pas de le nier. Néanmoins, ne pas oublier que c'est aussi le lieu des grands soutiens. C'est le lieu des grands états de veille. Dans ce livre, les trois enfants veillent les uns sur les autres. À sa façon, le petit handicapé veille sur ses frères et sœurs, les parents veillent sur les enfants, qui en retour veillent sur les parents, et le tout est quand même veillé par les pierres. On va en parler tout à l'heure, j'imagine. Mais donc c'est l'histoire d'un état de veille. Et la famille, c'est aussi ça. Oui, vous dites s'adapter, c'est faire avec et non pas contre. Mais si on prend le livre lui-même, cette phrase apparaît, mais elle n'est pas énoncée ni par le frère, ni par l'aîné, ni par la cadette, ni par le dernier, mais elle est attribuée aux femmes des montagnes.
Et donc, il me semble que s'adapter, il y a plusieurs couches, disons, et c'est pour ça que je parlais d'une sorte de leçon qui affleurait à mesure qu'on sort de cet exemple particulier. Et donc, faire avec et non pas contre, c'est les femmes des Cévennes qui ont l'habitude des difficultés. Et cela dit, de tous les hauts lieux, alors ça, c'était quelque chose, moi, que j'aimais beaucoup. Alors, nous sommes donc au pied du Jura vaudois. Donc je pense que je parle à des gens qui connaissent un peu la montagne. Je pense que ça, c'est le lieu, c'est pas spécialement attenant aux Cévennes. Pour le coup, il y a des choses qui sont vraiment attenantes aux Cévennes. Mais ça, cet élément que vous mettez en avant, le fait de se faire avec et pas contre, ça, c'est quelque chose que vous trouverez, je pense, auprès des habitants de toutes les régions un peu âpres. J'ai des amis, moi, qui habitent au bord de la mer et qui m'ont dit, mais en fait, les Cévennes, c'est la mer en liquide. Et on pourrait dire pareil du Jura, je pense, et des Alpes encore plus. Mais de tout, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un moment, cette idée de devoir faire, de devoir s'adapter à la nature et pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est une nature qui demande une humilité de l'homme, et c'est pas du tout à l'envers. Et l'homme, il est bien obligé de faire avec cette nature. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir reconnaître un ciel qui devient gris foncé. Et si vous commencez à faire contre et à dire je vais quand même mettre mon bateau à l'eau ou je vais quand même aller faire une randonnée, vous allez être perdant. Donc il y a une sorte de personnification de la nature dans ces régions-là qui est commun, encore une fois, à tous les habitants souvent vraiment réagissent comme ça, de faire avec et pas faire contre. Donc c'est une nature qui impose sa loi. Après, il se trouve que moi je viens d'une famille cévenole protestante, donc la Suisse étant quand même un pays assez ami des protestants, il me semble, contrairement à la Vendée, d'où je reviens, où les barrages étaient un peu plus nombreux. Mais pour le coup, moi, dans ma famille, alors j'ai pas eu beaucoup à inventer parce qu'ils sont vraiment comme ça. Il faut savoir quand même, je ne vous l'apprends pas, que le protestant, de surcroît calviniste, n'a pas avalé un clown. Bon. Et que l'idée de verbalisation d'une émotion est un peu à l'état de projet. Depuis des millénaires. Mais ça viendra. On traduit autrement. Souvent par des gestes, par des silences. Donc, ces femmes-là, moi, je les connais, c'est celles de ma famille. Et il y a quelque chose comme ça, de l'ordre du protestantisme. Alors, en plus, il est montagnard, mais qui est extrêmement endurant, que moi, j'aime beaucoup, extrêmement loyal. Et j'avais très envie, là, pour le coup, de rendre hommage à ces tempéraments qui ressemblent tellement au lieu. Ce sont des chemins dans les Cévennes, on appelle ça des drailles. C'est tellement étroit que vous ne pouvez pas être à deux. Et c'était en fait le chemin des bergers, parce que les brebis, comme ça, ils les avaient comme ça d'un seul regard, en ruban de brebis. Voilà, à un moment, je crois que c'est le petit dernier qui dit les gens d'ici ressemblent à leur chemin. Parce que oui, il y a quelque chose où il y a une solitude, il y a quelque chose moi, que j'aime beaucoup. Et en même temps, extrêmement partageur, solidaire, parce que dans ces régions-là, vous êtes obligés. Moi, je vous avoue que j'ai senti cette atmosphère protestante, mais pas dans le mauvais sens du terme, comme une éthique, en fait, face à l'existence, dans les liens, la loyauté, et ce qui permet, ce que vous disiez, dans une idée de la famille, qu'on reste frères et sœurs, quoi qu'il arrive, et qu'on arrive à, peut-être, dans le meilleur des cas, à déplacer un peu les rôles, ça suppose que les membres de la famille aient cette culture familiale de la loyauté, etc. Donc il y a derrière, c'est pour ça que je parlais d'une sorte de leçon ou une éthique, et c'est pour ça que j'ai rappelé que faire avec et non contre, c'est pas les personnages, c'est une instance un peu au-dessus qui prend en charge une forme de moralité de l'histoire. Et donc moi j'ai été très sensible, j'ai vraiment senti ça fort. Et j'aimerais revenir sur ce personnage de l'enfant inadapté. Moi, je l'ai lu aussi, et très vite, ça m'est apparu. Alors, vous allez peut-être être surprise, mais il y a des personnages comme ça dans la littérature, dans l'histoire de la littérature, pas seulement française, mais mondiale, disons, qui incarnent la pureté. Et qui sont, du coup, pour certains récits, des révélateurs de tout ce qu'il y a autour. Et le grand exemple, c'est l'idiot de Dostoïevski. Il n'est pas idiot au sens où, enfin, il est un peu, enfin, on ne sait pas vraiment, mais surtout, il incarne une forme de pureté qui met tout le reste du monde social à l'épreuve. Et là, j'ai senti un peu le même type
d'expérimentation en quelque sorte narrative, en disant je vais plonger une famille là-dedans et je vais voir ce qui arrive. Et derrière, indépendamment disons, de la forme romanesque que ça prend, etc., il y a quand même l'idée, et là je l'ai aussi lu comme ça, votre texte, d'une forme de roman de formation. Et là, sauf que là, il y en a 3 en parallèle, il y a 3 romans de formation, et la question c'est qu'est-ce qu'on... Et il me semble que là encore, il y a une sorte de leçon derrière, c'est qu'on a beaucoup à apprendre de quelqu'un qui pourtant n'a rien à transmettre. Ça, c'est de vous, ça? Je crois que c'est un peu entre nous. Je crois que c'est un peu chez vous et j'ai reformulé. Vous avez vraiment une belle lecture, franchement, bravo. C'est quoi votre phrase? Je sais plus, peu importe. Vous êtes témoin, j'aurais attrapé cette phrase à Montrichet, à la Fondation Jeanne Piontek. Et l'idée, c'est... On a beaucoup à donner quand on n'a rien à transmettre, c'est ça? Oui, je sais plus, peut-être... Ah ouais. Bah, c'est moi que je vais vous interviewer. Dites-moi, Jérôme... Non, on va pas... Et il y a eu d'autres... disons, si je prends d'autres références, par exemple, vous avez quelqu'un comme Fernand Deligny, qui a travaillé avec des autistes dans les années 70-80, et il a eu des phrases assez extraordinaires en disant que les enfants autistes, il faut aller vers eux plutôt qu'essayer de les rapatrier dans la normalité. Et il parle d'un enfant en disant, cet enfant, il peut passer 5 heures devant une fontaine, il est fasciné et il ne me voit pas. Et donc, en tant que praticien, philosophe aussi, il dit, mais comment moi, je peux devenir de l'eau pour cet enfant ? Et donc, je vous les ai lus avec cette idée qu'il y a quelque chose de tellement pur que ça appelle quelque chose de la part de... Enfin, il y a un être tellement pur que ça appelle un rapport complètement neuf, non seulement à des êtres humains, mais peut-être beaucoup plus généralement, et vous le montrez avec des rivières, avec du vent et avec les montagnes. Elles n'ont rien à transmettre, mais on a beaucoup à en apprendre, et c'est cette sorte d'attitude d'apprentissage de quelque chose qui échappe, qui appelle l'adaptation, et surtout, il m'a semblé que c'était une sorte de condition de la normalité, ou d'une bonne normalité, d'être attentif à ce qui échappe au normal. Oui, en fait, là, vous dessinez aussi le lien que nos sociétés peuvent avoir avec la différence, qui est un lien, je pense, assez problématique. Parce qu'en effet, la question qui court dans le livre, avec cette fratrie, c'est s'il faut s'adapter à l'inadapté, c'est qui le plus inadapté? Je veux dire, à un moment, ça pose aussi la question de la norme. Et nous sommes dans des sociétés assez rigides et égocentrées pour avoir complètement oublié cette question. Et il me semble qu'à un moment, alors là, c'est peut-être temps de le dire parce que j'en fais pas du tout un secret, mais le socle du livre est parti d'une base autobiographique, puisque dans ma famille, nous avons eu un enfant handicapé qui est mort, qui a à peu près le même handicap d'ailleurs que l'enfant du livre, et qui est mort au bout qui n'a pas vécu très longtemps, qui est mort quand il avait 10 ans. Et je ne parviens pas à avoir fait de cette aventure avec lui quelque chose de négatif. C'est quelque chose, moi, qui m'a construite, que j'ai adoré cet enfant. Ça m'a rendue tellement moins bête que ce que j'étais, tellement plus tolérante. Et aujourd'hui, quand vous parlez d'ailleurs avec l'entourage d'enfants handicapés, très souvent, vous entendez des gens qui vous disent « je dois me mettre à sa hauteur ». Bah oui. Donc, ce n'est pas la même temporalité, ce n'est pas la même façon de voir la lumière, de sursauter au bruit, ce n'est pas le même lien à toute une sensorialité. Et ça devrait être absolument la base aussi que de savoir sortir de sa zone de confort pour un instant, parce que se mettre à la hauteur de quelqu'un qui n'a pas les mêmes capacités que vous, voire des capacités amoindries. Et nous sommes dans des sociétés qui sont, alors en tout cas françaises, parce qu'en Suisse, je ne sais pas comment ça se passe, mais en France, c'est un désastre national pour les familles, puisque je crois qu'il y a des pages, j'ai mis des pages assez dures dans la bouche de l'aîné quand il voit les parents
se heurter à un labyrinthe administratif spécialisé de la culture française et ramer de dossier en dossier, de jury en jury, pour éventuellement concourir à avoir une place si leur dossier sera accepté. Enfin, je veux dire, il y a quand même un scandale là, il me semble, à dire. En France, vous êtes obligé tous les 3 ans de faire un dossier complet qui fait 40 pages pour prouver que votre enfant est toujours handicapé. Comme si la trisomie se guérissait. Voilà. Alors, autant il y a des choses évolutives, donc ça, j'entends tout à fait que tous les 3 ans, on en refait un dossier, etc. Le handicap, en règle générale, il évolue rarement vers quelque chose d'amélioratif de plus en plus. Donc, on demande à ces familles, tous les 3 ans, d'aller refaire un dossier. Enfin, en soi, c'est honteux. Alors, il se trouve qu'à un moment, d'ailleurs, j'ai été invitée à une émission sur France Inter qui s'appelle Boomerang le matin, et à la fin, il y a 1 minute de carte blanche. Et j'ai fait une lettre ouverte à la bureaucratie française. Où je comparais en plus de façon très ironique, il se trouve que je pratique la danse classique, donc je faisais un comparatif en disant, moi j'ai un hobby, c'est la danse classique, toi, chère bureaucratie française, tu as un hobby, c'est la mise à terre des familles. Et c'est vachement sympa. Et donc moi j'ai des chaussons, tout ça, et ben toi tu as des sigles, t'adores, tu as du temps long, parce que c'est plus marrant, la torture est plus longue. Bon, c'était assez costaud, et ben il y a eu des gens qui se sont manifestés, qui ont téléphoné, ils ont mis la lettre en question sur Facebook, et il y a eu, on peut voir aujourd'hui, vous allez sur Facebook France Inter, les réactions des gens, c'est déchirant, parce que ce sont autant de familles dont on ne dit pas cette détresse, qui est celle-ci, c'est une vraie forme de maltraitance administrative. Et donc ça montre bien aussi le lien qu'une société peut avoir avec ce qui ne lui ressemble pas. C'est-à-dire, il s'agit toujours comme si quelque chose de très vivant, nous, entre guillemets, devions punir quelque chose que nous ne jugeons pas assez vivant, opérationnel. Et ça me semble être Là, je me dis que la plus handicapée des deux, c'est la société. Oui, mais après, donc oui, c'est la question de la différence, etc. Mais après, disons, où est-ce qu'on situe la différence, et c'est là qu'il m'a semblé que disons, le contexte cévenol des montagnes, le fait que ce soit, on y reviendra, mais dès que ce soit des pierres qui parlent, etc., ça faisait que la différence était au lieu de créer une sorte de frontière entre ce qui serait humain et ce qui ne serait pas humain, ce qui est normal et ce qui ne le serait pas, vous ouvrez plutôt une sorte d'éventail de possibilités, de liens. Oui, mais ça, c'est la montagne qui me permet de le faire. Ouais. C'est-à-dire que l'élément narratif de la montagne me permet d'aller vers justement, de faire passer des idées comme ça qui ne soient pas écrites, entre guillemets, noir sur blanc. Et la montagne, quand vous écrivez un texte comme ça, la montagne, elle vous donne cette possibilité-là. D'abord parce que à partir du moment où la loi de la montagne est que l'humain s'adapte et pas l'inverse, ça me permettait de mettre en scène des enfants, la fratrie, qui sont habitués à cette logique géographique, mais pour la première fois, qui vont devoir l'appliquer à leur vie privée. Et là, c'est déjà pas pareil. De faire avec et pas faire contre, ils savent avec la montagne. Mais maintenant, il va falloir le transposer à l'équilibre familial avec un membre de leur famille. Donc c'est beaucoup plus difficile. Et par ailleurs, ça me permettait, dans ce grand océan de questions auxquelles ils sont confrontés, ça me permettait aussi de montrer, parce que ça j'y crois vraiment, ça c'est une conviction que j'ai, qu'on est avant tout l'enfant d'un lieu. Je pense qu'un lieu vaut pour identité. J'y crois beaucoup plus qu'au lien sanguin. Et d'ailleurs, l'expression « enfant du pays » dit bien tout de suite ce lien organique qu'on peut avoir avec un endroit, qui peut être adoptif. Ce sont ces gens qui subitement vont poser leur bagage dans un endroit parce qu'ils sont tombés fous amoureux de cet endroit. Et il y aura une vraie histoire entre l'endroit et la personne. Ça, j'y crois beaucoup. Et je pense aussi que ce n'est pas un hasard s'il n'y a qu'une lettre de différence entre lien et lieu. Mais je pense qu'on est d'abord qu'un lieu vaut pour parenté. Ça, j'en suis vraiment convaincue. Oui, alors je vais poser ma question vite.
pour moi, c'est la question de... Je vais le formuler largement, après je vais broder. C'est la question de l'humanisme. Oui, là, c'est vaste. Justement, alors après je vais broder. Parce que vous prenez quand même un cas extrême d'être humain démuni. Et donc, vous situez la frontière de la normalité très loin, en quelque sorte. Mais il me semble que, d'une part, ça permet de nuancer l'ensemble des postures ou des attitudes qu'il y aurait entre la normalité et cet enfant inadapté. Mais surtout, et c'est ça qui m'a frappé, c'est que entre cet enfant inadapté, la rivière, les animaux, les montagnes, il y a une passerelle qui se fait, si bien que cet enfant inadapté, les liens que l'aîné, par exemple, peut avoir avec lui, c'est des liens qui sont tissés aussi avec la nature, avec les animaux. Et donc, ça veut dire qu'on accède à quelque chose de beaucoup plus large. Et donc, c'est une inscription, disons, dans un monde qui est un milieu où où l'être humain n'est pas central. Donc, c'est comme si cet enfant inadapté, c'était une porte ouverte sur une interaction avec des choses qui ne réagissent pas forcément ou de façon improbable, incompréhensible. Et vous parlez souvent du vent, par exemple, vous parlez des arbres. Et il me semblait que là, il y avait derrière... Alors oui, il y a le contexte cévenol comme étant le contexte géographique, le lieu, mais derrière, il y a aussi une manière de s'inscrire dans un lieu. Et l'enfant inadapté, c'est peut-être une manière de nous faire comprendre comment on peut interagir avec des pierres, avec de l'eau. Oui, c'est ce que, dans un premier temps, d'ailleurs, la cadette projette. La cadette, il y a tout au long de sa colère, il y a quelque chose qui la met vraiment en rage. C'est qu'elle a l'impression que dans sa majesté écrasante, dans cette loi de la nature que vous décrivez justement, la montagne n'a que faire en fait de sa détresse à elle, de grande sœur. Et elle peste en disant que les lois élémentaires ne s'excusent jamais, ce qui est vrai. Et une fois qu'elle va basculer et évoluer, elle va comprendre que certes, les lois élémentaires ne s'excusent jamais, mais elles ne condamnent jamais non plus. Or, qui est capable de faire ça, de ne pas avoir ni pardon ni condamnation? C'est l'enfant. L'enfant handicapé, je l'ai dit au début de l'entretien, il ne condamne pas plus qu'il ne juge, pas plus qu'il ne pardonne. Il y a une forme de présence un peu dans une espèce d'essentialité de présence, et c'est exactement comme la montagne. Donc en fait, on a sous les yeux deux logiques qui nous sont quand même assez étrangères parce qu'on n'est plus habitué à ça. Ce fameux juste être là et c'est tout. Ça, c'est un enfant handicapé, en théorie amoindri, alors qu'en fait, il a un pouvoir quasiment surnaturel que nous n'avons pas, qui est comparable à celui de la montagne, qui impose exactement cette même logique. Donc, on va être dans l'infiniment grand et l'infiniment petit, dans l'infiniment équipé qu'est la montagne. La montagne, elle a des arbres, elle a des animaux, c'est elle qui tranche, c'est elle qui gronde. Donc dans l'infiniment équipé qui est la montagne et dans l'infiniment sous-équipé qui est l'enfant. Et en fait, les deux vont, à leur façon, avoir exactement cette même puissance de pouvoir, à un moment, presque régénérer une famille, obliger les membres de cette famille à se dépasser, à accepter. Et d'ailleurs, la cadette, au moment où il y a l'enterrement, elle qui n'a jamais versé une larme pour cet enfant, qui ne l'a jamais pris dans ses bras, la seule fois où elle l'a fait, ça a été une catastrophe, c'est parce qu'elle entend le grondement du torrent en bas qu'elle entend ça comme une autorisation, comme une permission, et là, elle se met à pleurer. Mais il a fallu le bruit du torrent qui dévale comme une espèce de permission implicite d'enfin pouvoir rendre les armes. Il y a quelqu'un qui m'a dit, vous avez de la compétition auprès des élèves du prix Goncourt des lycéens, parce qu'il y en a un qui m'a dit quelque chose que vous auriez pu me dire, Jérôme. Il m'a dit, c'est un livre sur la guerre. Et ça m'a vraiment fait réfléchir. Parce je lui ai dit, ah bon, mais comment ça? Il me dit, si, regardez bien, vous avez tout le temps des expressions de guerre. Et c'est Rendre les armes qui m'y a fait penser. Et en effet, à un moment, l'aîné voit l'enfant comme une reddition. Et c'est vrai qu'il y a ce vocabulaire de la guerre tout le temps, car en effet, s'adapter à un moment, c'est aussi une guerre. Bien sûr qu'on lutte. Et puis à un moment, on finit par trouver une trêve, en vérité, avec le réel, et on fait avec.
Et donc faire avec, ça a l'air de rien. En général, il faut une vie et des soubresauts d'événements pour y parvenir. Eux, ils l'ont un peu en version accélérée. Mais faire avec, c'est quoi? Eh ben, en effet, c'est pleurer l'enfant parce qu'il a fait partie des nôtres à un moment. C'est s'en occuper et lui décrire le monde comme fait l'aîné. Dans la vraie vie, vous voyez ça tout le temps. Ce sont ces gens qui amènent leurs frères ou sœurs handicapés au cinéma et à voix basse, ils leur racontent ce qu'il y a à l'écran. On prend par la main, on emmène là, on intègre, on s'y fait, on épouse les crises de panique, on fait avec. Si on prend les montagnes, cette sorte de sublime, en quelque sorte, tellement immense qu'on est obligé d'être humble, et donc il y a aussi là une sorte d'adaptation possible. Moi, quand je vais en montagne, ça m'arrive souvent, ce qui me calme et ce qui me rend serein, c'est pas la montagne en tant qu'immensité dangereuse ou même d'état de veille, c'est plutôt, et là je pense que les Alpes aident, c'est plutôt les Alpes, on voit très bien l'angle qui a présidé à l'élévation des sommets. Donc on sait que c'est un certain nombre de millions d'années, etc. Et donc moi, je dois vous avouer que ce qui me calme, c'est de savoir, d'avoir cette profondeur. Ouais. Alors, vous mettez souvent en parallèle la famille montagnarde et la montagne. Vous mettez souvent l'accent sur la temporalité des familles, avec la grand-mère, mais aussi des aïeux, etc., qui se transmettent des savoir-faire, des sagesses. Mais vous mettez moins en avant la temporalité même géologique, en quelque sorte, de la montagne. Et est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, fait sens ou non? Si, fait énormément sens. Moi, je suis comme vous. Moi, l'idée que c'était là bien avant moi et que ça restera bien après moi, je trouve ça extrêmement apaisant. Vous voyez, ça vous oblige à ne pas avoir d'ego. Ouais. Là, les natures comme ça, la montagne, elle vous rabaisse, en fait. Et c'est très bien, ça nous fait beaucoup de bien. Parce qu'elle vous dit, en gros, que vous n'êtes source de rien. Et qu'elle s'est débrouillée très bien sans vous depuis longtemps. Et ça, peut-être que cette vision-là, elle est prise en charge par les pierres, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ce sont les pierres qui racontent l'histoire, et ce sont les pierres de la cour du hameau. Et là, il me semblait justement qu'il y avait cette idée, d'ailleurs elles le disent les pierres, hein, qu'elles sont les témoins depuis des millénaires en vérité, de familles qui se sont succédées dans cette cour, et il y en aura d'autres après elles, et elles ont une espèce comme ça j'allais dire de voix de sage, mais c'est ça, c'est la vraie distance en fait pour raconter le livre en essayant d'éviter un peu le pathos. En tant que romancier, c'était ça, hein, la gageure. Hein. C'était trouver la bonne distance, et ce qui m'a permis de la trouver, ce sont les pierres. Et je pense qu'en effet, ça a joué forcément cette idée de temporalité longue, indépendamment des humains. Temporalité longue qu'affectionne le petit dernier, qui, comme par hasard, est très amoureux de l'histoire. Il adore étudier l'histoire parce qu'il dit à un moment... c'était l'idée d'une chaîne en continu, l'idée qu'il n'était qu'un maillon, et aussi, sans doute, il le dit aussi à un moment, il adore l'histoire parce que la sienne est incomplète. Donc, d'aller travailler sur le Moyen-Âge, la Seconde Guerre mondiale, etc., ça comble les vides de son histoire à lui, puisqu'il a tout un référent émotionnel qu'il n'a pas avec sa famille. Lui, il n'a pas connu l'enfant. Alors, je ne sais pas si on l'a dit, mais on spoil, hein, mais parce que l'enfant meurt. Spoil. J'espère que ça ne surprendra personne, hein, puisque tout le monde pensait qu'il partait faire un trek dans les Cévennes. Ouais. Donc il meurt. Non, mais c'est pour ça que le petit dernier, lui, à un moment, il coupe du bois avec son père, il met les bûches dans le bûcher, et comme il y a les années écrites pour que le bois sèche, il voit passer ces années, et il se dit, mais tant d'années sans moi, il n'était pas né à ce moment-là. Et il voit bien derrière tout ce sac d'émotions, ces scènes qu'ont vécues ses frères et sœurs et ses parents, sans lui. Donc lui, elle n'est pas commode, la tâche du petit dernier, hein, mais il le fait très bien. Moi, je suis très fière des trois, là, parce qu'ils s'adaptent, hein, quand même, hein, ils y arrivent. Moi, ils y parviennent. Hein. Moi, je suis très fière d'eux, quand même.
Mais le petit dernier, voilà, donc il a ça, et d'ailleurs, il est tout le temps en train de quémander quelques détails. Sa sœur, quand elle démarre des phrases en disant « quand j'étais petite », et qui se dit « mais qu'est-ce que j'aurais donné, moi, pour être à ce moment-là, quand elle était petite ?» justement, et lui, il bouche les trous. C'est pour ça qu'il aime l'histoire. Donc... Et là, attendez, le début de la question n'était pas du tout sur l'histoire, d'ailleurs. Peu importe. Non. Je vais reprendre sur les pierres, alors, du coup. Donc, de faire parler les pierres, ça permet d'avoir une sorte La de... distance. Oui, et puis ça résout le problème de la focalisation, puisqu'il y a une sorte d'omniscience qui se met en place, qui est géologique. En fait, il y a des pierres partout, donc elles peuvent se passer le mot, en quelque sorte, en disant on l'a vu près de la rivière, etc. Mais les pierres qui parlent, en tout cas quand elles parlent d'elles-mêmes dans le texte, il me semble que c'est les pierres de la cour déjà, et c'est des pierres qui font partie de murets ou de murs. Et donc, ce n'est pas des pierres de montagne standard, c'est des pierres qui sont travaillées par l'être humain, qui ont pris place dans des projets humains d'abris, etc. Donc là, est-ce que vous pouvez nous parler de ce choix de faire parler pas n'importe quelle pierre, mais des pierres qui servent aux édifices Alors ça, c'était parce que il se trouve, alors peut-être qu'on a ça en Suisse, je ne sais pas si vous avez ça en Suisse, mais dans les Cévennes, on a ce qu'on appelle des murets de pierres sèches. Ça, vous avez ça ici, non? Voilà, comme tous les montagnards en fait, hein, mais bon, bref. Mais donc ça consiste donc à faire un mur avec des pierres sans liant entre elles, pas de ciment, mais par la grâce de leur taille et de leur poids. C'est un exercice assez lent et minutieux où en fait le mur tient parce que les pierres se soutiennent. Et ça, pour moi, c'est la fratrie. C'est exactement l'image d'une fratrie, et à plus haute échelle d'une famille. Et puis, s'il y a des bourrasques de vent, s'il y a un orage terrible, le mur va tomber et on le reconstruira. Ce sera un nouvel équilibre à trouver, de nouveau entre les pierres. Ce sera un autre mur, mais il y en aura toujours un. Donc ça, pour moi, c'est la fratrie. Et après, il y avait alors moi, cette vieille passion que j'ai pour le Moyen-Âge, mais j'adorais l'idée de faire parler les pierres parce que au Moyen-Âge, on adore animer l'inanimé. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, on donne des prénoms aux cloches, par exemple, ce qui en soi est extrêmement logique, puisque la montre n'ayant pas été inventée, la découpe du temps est donnée par le son de la cloche, qui dit à quelle heure il faut se lever, à quelle heure il faut aller travailler, à quelle heure on arrête de travailler. Donc, le son familier, le plus familier de l'homme médiéval, c'est celui de la cloche. Donc pas étonnant en fait qu'elle s'appelle Julia, Maria, Bernadette, parce qu'en fait c'est une amie. Et ils vont même plus loin, ils partent du principe que l'objet peut avoir une âme, et c'est comme ça qu'ils voyaient l'épée. L'épée était vue comme le prolongement de la main du chevalier, et donc on avait coutume de remercier l'épée quand on avait gagné une bataille, de l'engueuler quand on l'avait perdue, et les épées ont des prénoms également. Celle de Charlemagne s'appelle Joyeuse, on peut la voir au Louvre. Celle de Roland s'appelle Durandal. On a d'autres des épées qui s'appellent Roquedure, qui s'appelle Marie, bien sûr. Donc, ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'est cet ensemble cette espèce de paganisme médiéval que j'aime tellement. Et puis, dernière chose, j'ajoute, beaucoup plus simple, mais c'est qu'un romancier, c'est celui qui passe devant des ruines et qui soupire en disant « Ah ben, si les pierres pouvaient parler, eh ben, je peux ». Non, mais ça, c'est le grand luxe du romancier. Le romancier, moi, si je veux 200 000 figurants sur une plaine, je peux. J'en parlais récemment avec un ami cinéaste et je lui dis « Ah, ça, je suis désolée, moi, je peux. Ça me coûte rien. Je peux. » Et de la même façon, hein, moi, je suis très partisane de la liberté du romancier, mais si demain, je veux faire rencontrer Mozart et Mussolini, je peux. Les historiens hurleront en disant que c'est pas normal et que non, rien n'est normal, ça c'est sûr, ça s'appelle la littérature. Merci. Donc avant qu'il y ait la séance de signature qui se déroulera au-dessus, sous l'égide de la librairie Basta, on a le temps pour quelques questions de votre part, si vous en avez. N'hésitez pas, il y a des micros qui peuvent vous donner la parole. Le plus dur, c'est toujours la première. Il y a toujours, ça va être qui va poser la première? Vous avez parlé d'un sentiment plus ou moins avouable qui est la honte au sein d'une fratrie et la honte d'avoir honte. Et je me demandais si ça, c'est pas particulièrement protestant. Non, je pense que ça, c'est... ça, c'est... Alors là, pour le coup, c'est propre à une entité très précise qui est celle des fratries d'enfants handicapés.
Parce que dans les dédicaces, je vois bien, c'est quasiment systématique. Et c'est très intéressant. Et ça me désespère qu'ils aient honte d'avoir honte, mais je dis ça, mais je l'ai ressenti aussi. Hein. La scène, pour le coup, alors on ne va pas tout raconter pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais la scène du parc avec l'aîné, où il y a une dame, une mère de famille qui vient le voir, peut-être que vous ne l'avez pas lu, remarqué. Non. Ah oui, voilà. Il y a la scène du dauphin aussi. Non, pas la scène. Non, mais il y a une scène, vous verrez, à un moment où l'aîné emmène son petit frère au parc, et il y a une remarque extrêmement désobligeante d'une mère de famille. Remarque qui ne se voulait pas désobligeante, c'est les pires. Remarque qui se voulait sympa, et en fait qui est plus meurtrière que si elle avait voulu être désagréable. Et en fait, ça c'est quelque chose, pour le coup, toutes les fratries, à quel que soit leur degré d'investissement du frère ou de la sœur handicapée, ont ressenti, c'est qu'à un moment, il y a cette espèce d'ignorance malfaisante des autres. Et j'insiste sur le mot ignorance parce qu'en vérité, très souvent, c'est parce que c'est une question d'ignorance. C'est quand même rare les gens qui vous croisent, vous êtes en chaise roulante ou avec quelqu'un qui n'est pas pareil que vous, c'est quand même assez rare les gens qui ont assez de méchanceté en eux pour pouvoir subitement avoir une remarque désagréable. Bon, il y en a, hein, bien sûr, mais ce n'est pas la majorité. La plupart, c'est ce mouvement de recul, forcément, parce que je pense qu'un regard, ça s'éduque, et que nous sommes dans une société qui n'éduque pas le regard. Or, ça passe par l'école. Et d'ailleurs, tous les expériences entre guillemets qui ont été faites quand on met des enfants handicapés dans une classe, les enfants non handicapés s'en accommodent parfaitement. Un tel est sourd, un tel est aveugle, un tel est trisomique, un tel est en chaise roulante. Ça se gère très bien. Les gamins s'adaptent hyper facilement. Résultat des courses, ça donne des adultes, futurs adultes, qui peut-être le jour où il faudra embaucher quelqu'un qui n'est pas comme eux, seront beaucoup plus à l'aise puisqu'ils auront grandi avec. Et c'est comme ça qu'en une génération, vous changez le regard d'une société. Mais ça, c'est une question de volonté. C'est ce qui se passe en Suisse. En Suisse, vous avez ça ? Oh, ben voilà, les Suisses, ils sont bien. On appelle ça l'école inclusive. Oui, mais ça marche, parce qu'en France aussi, on appelle ça l'école inclusive. J'aime autant vous dire. Pour les enfants, ça marche. Pour les enfants, ça marche. Les miens, effectivement, je vois qu'il n'y a aucune différence et que c'est même pas un problème. Par contre, ça marche du point de vue institutionnel, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas assez de gens formés pour s'en occuper. Et donc, ça surcharge les enseignantes et les enseignants, c'est dans le primaire surtout. Donc, c'est pas facile. Mais vous voyez, les enfants... ils accueillent ça sans aucun problème. Bien sûr, bien sûr. Et ça vous donne quand même une forme d'état d'esprit assez souple pour que plus tard, la différence en est de moins en moins une, puisqu'elle vous devient familière. Quand une différence vous devient familière, c'est une forme de norme, après tout. Vous voyez, donc en fait, et donc cette honte, d'avoir honte, c'est quelque chose que toutes les fratries vous en parlent. Hein. C'est quelque chose qui, je pense, d'abord quand même imputable à ce regard d'autrui, assez crucifiant, ne serait-ce que pour créer une faute là où il n'y en a pas, en vérité. On a le temps pour une dernière question. Il n'y en a que deux ? Surtout, il y en a plus. Peut-être une troisième. Madame, je voulais vous demander, quand vous parlez, quand vous dites les trois y parviennent, est-ce que vous pouvez préciser à quoi ? À s'adapter. À faire avec et pas faire contre. Je pensais à s'adopter, à créer la fratrie telle qu'on la conçoit en tant qu'humain, simplement. Mais c'est faire avec et pas faire contre aussi. Je vous remercie, alors parce que c'est très vrai. Et vous savez, quand alors c'est toujours le concours des lycéens, mais ils avaient des questions extrêmement fines. Et vous savez, quand on fait le concours des lycéens, il y a un petit temps où on est un peu en campagne électorale, on rencontre les élèves et puis ils vous posent des questions. Et il faut être un peu convaincant, parce qu'il y a un côté voter pour moi quand même. Oui. Et une des questions qui m'a séchée, c'était Madame Dupont-Moreau, comment expliquez-vous qu'il n'y a qu'une lettre de différence entre s'adapter et s'adopter ? Hyper beau quand même. Et alors j'ai dit, attendez, laissez-moi réfléchir. Et j'avais pas eu tout la réponse, mais ce que vous dites est vrai, et je pense même que, en fait, c'est lié. Je pense que l'acceptation de la différence passe par
je ne sais pas comment on peut dire, le serrage de liens de la fratrie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce qu'on arrive à être un collectif que du coup, on peut intégrer le particulier. En fait, c'est ça l'histoire. C'est puissant, ça, non? Ouais. Non, mais je le pense vraiment. Mais après, alors, Exactement ça. C'est vraiment ça. Ça vaut votre phrase sur apprendre et transmettre, là. Non, mais après, ma question, alors du coup, juste, c'est que pourquoi est-ce que c'est que au sein de la famille qu'on peut imaginer Non, un tel lien? c'est ce que dit la dame. C'est qu'en fait, c'est largement, on peut le transposer. Justement, c'est là où en fait le singulier devient l'universel. Je pense même d'ailleurs qu'on ne peut accéder à l'universel qu'en passant par le singulier. Au tout départ, quand j'ai donné mon texte, on était très sceptique avec, en tout cas j'avais un peu peur auprès de mon éditeur, parce qu'il y avait beaucoup de singularités. Il y a une singularité géographique du livre, qui est les Cévennes. Il y a une singularité de situation. Un enfant handicapé qui naît, c'est quand même pas une histoire d'amour qui se termine ou qui commence, qui est plus standard, entre guillemets. Il y avait une singularité des points de vue, puisque c'est non seulement les 3 points de vue, mais en plus celui des pierres. Donc c'était tellement un millefeuille de singularité que je m'étais vraiment posé la question de comment faire pour que toutes ces singularités parlent à des gens, vous voyez, qui n'ont pas partagé la même expérience. C'est peut-être en raison de ça, d'ailleurs, que j'ai contrebalancé en lui donnant une forme à ce livre, pas très loin du conte. Le fait que les personnages ne sont pas nommés. Ils n'ont pas de prénom, les personnages. C'est l'aîné, la cadette, le dernier. Ce sont des figures, ils n'ont pas de prénom. Le fait qu'on ne situe pas tout de suite les Cévennes. On parle de cette nature, etc. Exactement comme dans un conte, le château de la Belle au Bois dormant, on ne sait pas où il est. Même la première phrase, elle est calquée sur celle du conte. La première phrase, c'est « Un jour, dans une famille est né un enfant inadapté ». C'est exactement l'équivalent, même dans la scansion, de « Il était une fois un château, tatata, tatata, tatata ». Donc, je pense que la référence au conte est venue comme un contrepoids narratif pour justement tenter d'équilibrer un peu ce millefeuille de singularité qui est un peu d'universel. Mais par ailleurs, j'ose espérer que, du coup, ça a parlé quand même à plein de gens qui n'avaient aucune expérience du handicap dans leur entourage. Il y en a plein qui m'ont dit, alors moi, je ne sais pas ce que c'est. Néanmoins, j'ai été touchée parce que s'adapter, je l'ai lu comme, en effet, s'adapter à sa fratrie, à sa famille, à son décor naturel, au fait qu'à un moment, le réel n'est pas comme nos désirs. C'est comme la définition de la vie. Vous voyez, et donc là, on avait une portée universelle, mais il fallait passer par le singulier pour ça. Une dernière question, monsieur. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur les murs en pierre sèche. Je viens d'un pays où les murs sont en pierre sèche. Que peut-on dire des voix? Comment vous les avez accordées ensemble, les 4 voix? Est-ce que vous avez écrit une voix après l'autre? Ou est-ce que vous avez fait en sorte de les harmoniser? Oui, j'ai tâtonné. Par exemple, une des premières versions de s'adapter, c'est quasiment que les pierres. C'est même pas découpé, aîné, cadette, petit dernier. C'est que les pierres qui, assez assourdissant, prennent beaucoup trop de place. Donc ça allait pas. Après, j'ai découpé aîné, cadette, dernier en mettant je à chaque fois. Catastrophe. Je ne sais pas pourquoi, mais catastrophe. Ça ne marche pas, on n'arrive pas à prendre de champ. Vous voyez, j'ai tâtonné et à un moment, vous ne savez pas pourquoi, à un moment, ça vient. C'est vraiment une question de distance. Je pense, moi, que la littérature, c'est une question de beaucoup plus de voix que d'écriture, en fait. De voix VOX. C'est vraiment quelque... Alors, là aussi, vous me direz, parle mon vieux tropisme médiéval, parce que c'est cette idée d'oralité qui est tout le temps là. Mais moi, je pense profondément que la littérature est faite pour être lue à voix haute. Je pense que les troubadours, lors des veillées médiévales, avaient complètement raison, et qu'en fait, c'est pas pour rien que Flaubert avait ce qu'on appelle son gueuloir, qui, quand Gustave Flaubert hurlait ses paragraphes, alors lui c'était un fou, donc il les hurlait, pas obligé de hurler, mais par le fait de, vous voyez, la voix haute, ça change tout.
Et d'ailleurs, quand on écrit, regardez, c'est pas rare, on le dit à mi-voix ou on le dit à voix haute. Moi, je fais de la radio, alors là, c'est flagrant, c'est évident, c'est pas du tout la même chose. Donc, vous voyez, il y a une espèce de... Moi, je suis très attachée à l'oralité, à l'idée du conte, de la veillée, j'adore ça. Et du coup, c'est vrai aussi que ces pierres-là, j'y avais pensé avec cette espèce de distance, en laissant quand même la place aux 3 enfants. C'est exactement quand vous regardez les Chevaliers du Graal ou Yvain le Chevalier au Lion, tous les textes médiévaux, en fait, très souvent, le narrateur, il fait exactement pareil. Il intervient de temps en temps. Subitement, on l'entend et il dit « Oh, mais ne croyez pas que, ta. » Et hop, il récupère le récit et après, hop, il le met sur d'autres rails et on passe à... Et ça, c'est très médiéval. Donc, je pense qu'en fait, malgré moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de 2022, donc. Plutôt du XIe siècle, mais bon, XIe siècle. Bon, merci beaucoup, Clara. Il y avait une question, Il y a là. encore une dernière. Alors, courte, si ça ne vous dérange pas. Oui, je tâcherai d'être très court. Vous avez parlé de langage de guerre et les pierres. Et il m'a semblé qu'il y avait une autre expression qu'on peut utiliser à propos des pierres. C'est attention, et moi qui suis né pendant la guerre, c'est les murs ont des oreilles. Et deuxièmement, je voudrais vous remercier infiniment parce que ça a un grand écho chez moi. Mais si vous avez eu le prix des lycéens, c'est que dans cette génération-là, il y a eu vraiment un écho. Et ça, c'est vraiment extraordinaire parce que ça donne une ouverture inouïe. Et je vous en remercie infiniment. Bon, on va terminer là-dessus. Merci. Et je vous rappelle donc que vous pouvez retrouver Clara Dupont-Mono à l'étage pour une séance de signature. Et je rappelle que c'est la librairie Basta qui a installé tout ça. Merci.